Alors, je vous propose de démarrer. Kamel Karou, je suis en charge du channel chez Versa depuis 4 mois et j'accompagne les partenaires, les intégrateurs, les distributeurs sur les sujets qu'on va vous présenter aujourd'hui. Sylvain, Bonjour, Sylvain Gauzet. Donc, je suis SI chez Versa depuis juin et j'accompagne Kamel chez nos partenaires. et on a également dans l'équipe Laurent Cadieux, qui est mon collègue et qui lui s'occupe des services providers. Alors, la présentation d'aujourd'hui va être orientée sur l'anatomie d'une attaque. Alors, juste avant de démarrer, on voudrait au moins présenter qui est Versa. Là. On est un éditeur de solutions de SD-WAN, SASI, SSI. On est une société internationale. On est présent dans à peu près 60 pays. On travaille essentiellement et uniquement avec des partenaires intégrateurs service providers au niveau mondial. On compte à peu près 150 service providers, c'est des top 10. Et on est 620 personnes au niveau mondial. L'équipe continue à grossir. Les clients qui nous font confiance sur les 3 sujets. Et vraiment, j'insiste sur la notion des 3 sujets. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment l'anatomie de l'attaque. Donc, on va être sur la partie SSI ou SASI. On l'appellera comme on le souhaite. Mais on a des clients qui nous font confiance et qui ont déployé nos solutions, que ce soit sur les enjeux de connectivité, de sécurité ou combinés sur l'ensemble. Sylvain, je vais arrêter mon partage et je te laisse prendre la main. Merci, Kamel. OK, donc aujourd'hui, on a choisi une manière un peu différente de présenter l'offre SASI Versa au travers l'anatomie d'un hack. Donc, on parle ici d'une très grosse société de services qui a été attaquée il y a quelques mois et au travers de laquelle on va un peu présenter notre offre. Donc, avant réellement de parler de Versa et de l'écosystème SASI, on va donner un petit peu de contexte sur cette attaque, savoir comment ça s'est passé, pourquoi et quelles en ont été les conséquences pour l'entreprise cible. Hop, je vais mettre ça en bas. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que assez souvent, de manière très régulière, pour ainsi dire tous les jours, des compagnies se font attaquer, se font targeter par des campagnes de phishing. Donc, campagne de phishing, c'est quoi? C'est principalement des emails qui sont envoyés en masse à des employés en vue de les hameçonner, en vue de récupérer souvent des adresses email, des logins et des mots de passe. Donc, une fois que toutes ces informations sont récupérées, assez souvent d'ailleurs, elles sont vendues sur le dark web. Donc, ça peut paraître assez surprenant, mais aujourd'hui, pour moins de 10 $, vous pouvez acheter un compte d'une entreprise tierce, donc un login, un mot de passe, un email, et ces credentials vont souvent être le point d'entrée dans une compagnie pour un cybercriminel. Donc, quand je dis point d'entrée, ça peut être de diverses manières, hein. Ça peut être via un extranet, ça peut être via un VPN. Si c'est un email et un mot de passe, ça peut être via tout simplement un webmail qui est en frontal d'Internet. Donc, malheureusement, pour ces compagnies, elles ne le savent pas. Ça arrive, ça se passe à leur insu, et quand elles le réalisent, malheureusement, il est parfois trop tard. Donc, en septembre 2022, il y a quelques comptes comme ça qui ont été vendus pour notre compagnie victime, qui ont été vendus sur le dark web. Donc, un cybercriminel les a achetés, s'en est servi pour se connecter à la plateforme VPN de cette victime. Et en moins de quelques heures, c'était game over pour cette compagnie. À savoir que le cybercriminel avait la main mise sur l'intégralité du réseau et l'intégralité des données clients de cette compagnie de service. Donc, on va réviser un petit peu l'impact, hein, parce qu'il y en a plusieurs quand vous faites pirater de cette manière. Le premier, c'est une fuite d'informations. Donc, fuite d'informations, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un cybercriminel, il a un but en tête, hein, quand il franchit le périmètre de votre entreprise. Ici, c'est d'exfiltrer de l'information client et de l'information de l'entreprise, en vue, encore une fois, de la revendre sur le dark web. Donc, c'est très mauvais pour une entreprise parce que personne n'aime voir ses données exposées sur Internet ou sur le dark web et encore moins à vendre au plus offrant. Le deuxième problème que ça pose, c'est la perte de confiance. En tant que client, vous n'avez pas envie de voir votre email, votre numéro de téléphone, votre numéro de carte de crédit et pire encore sur le web. Donc, dès que vous apprenez
dans les news cette brèche, vous savez que potentiellement vos informations privées se retrouvent à vendre gratuitement sur le web. Le troisième impact, il est légal et financier, à savoir qu'aujourd'hui, en France, aux US et dans énormément de pays, quand vous êtes victime d'une brèche, vous devez en avertir le public. Forcément, beaucoup de compagnies ne sont pas forcément pour, elles n'ont pas envie de voir leur réputation touchée par cette brèche. Donc, la compagnie cible ici, elle a été victime d'attaques 2 fois cette année. La première fois, elle avait choisi de le cacher. La deuxième fois, elle n'a pas pu et il s'est avéré que le premier hack a été dévoilé au public alors qu'elle avait essayé de le cacher. Donc, il y a eu des pénalités qui sont élevées à 150 millions de dollars juste pour le simple fait de ne pas avoir dévoilé cette brèche. Et le dernier problème, il regroupe un petit peu le leak, la perte de confiance et les informations légales, c'est que vous avez un dommage de la réputation de la compagnie. Donc, surtout quand ça arrive 2 fois sur une année, en tant que client, en tant qu'actionnaire, vous êtes amené à vous poser beaucoup de questions. Donc, on va regarder un petit peu comment tout ça s'est passé. Comme je l'ai dit auparavant, au travers des campagnes de phishing, les logins, les mots de passe, les credentials, les adresses email sont maintenant à vendre sur le dark web. Pour moins de 10 $, vous pouvez avoir un compte. La majorité du temps, quand ce compte est acheté, c'est en vue d'un remote accès ou accès distant. Donc, le cybercriminel va un peu regarder ce qui se passe en frontal de cette entreprise. Le périmètre est en général accessible quand il est en frontal d'Internet. Il va essayer de prober, de regarder s'il y a des passerelles VPN, des extranets, des webmails et essayer de se connecter à une de ces plateformes. Donc, dans notre cas ici, le cybercriminel a réussi à se connecter sur une passerelle d'accès à distance, une passerelle VPN, avec les credentials qu'il avait pu acheter sur le dark web. Donc, une fois connecté, il faut savoir qu'il était un peu en mode black box, comme on dit, c'est-à-dire que ne savait absolument pas ce qu'il y avait derrière cette appliance, cette solution VPN. Donc, il a commencé à scanner. Donc, scanner, c'est quoi? C'est un peu l'action d'essayer de trouver ces petits, d'essayer de reconnaître ce qu'il y a derrière le réseau. Donc, il y a un envoi massif de trafic dans toutes les directions, sur tous les services, en vue de détecter des machines, détecter des services, détecter des portails. Et au bout de quelques heures, voire quelques jours, notre cybercriminel a commencé à réussir à faire une petite cartographie du réseau de ce qu'il y avait en interne. Donc, il savait déjà où il était et ce qui potentiellement il pouvait récupérer sur ce réseau. Donc, la troisième partie pour lui, ça a été d'exfiltrer de la data. Donc, il avait scanné, il avait trouvé potentiellement quelques partages de fichiers sur lesquels il y avait des documents d'entreprise, des documents de clients, des scripts, du code. Donc, il a exfiltré tout ça, il a ramené tout ça sur sa machine, chez lui, pour pouvoir regarder tout ça à tête reposée. Donc, c'est un gros travail. L'exfiltration de data, ça représente déjà beaucoup de trafic. C'est parfois des gigabits de données. Et c'est encore plus de travail que de filtrer cette donnée et de voir si potentiellement il y a quelque chose d'intéressant dedans. Après un petit moment, donc notre cybercriminel découvre qu'il y a du code. Dans un de ces codes, il y a des logins mots de passe. Et parmi ces logins mots de passe, il y a les logins mots de passe d'administrateur de la solution PAM de notre victime. Donc, un PAM, c'est quoi? C'est de l'anglais, c'est-à-dire Privilege Access Management. Et c'est une solution qui va permettre de déléguer les privilèges sur différents outils de l'IT. Donc, ça peut être des comptes AWS, ça peut être de l'Azure, ça peut être de l'Active Directory. Donc, en gros, il faut dire qu'à ce moment-là, notre cybercriminel avait la main mise sur une machine, un service qui lui permettait de déléguer les privilèges absolument partout dans l'entreprise. Donc, on aboutit à la dernière phase, qui est la phase d'escalade de privilèges, où, en plus d'avoir accès à beaucoup de choses, il est capable de se donner des privilèges sur à peu près n'importe quel service. Et c'est à partir de ce moment-là que le leak a commencé. Donc, il a réussi à avoir des accès admin sur les comptes AWS de notre victime et il a exfiltré absolument toutes les données clientes, une grosse partie des données clientes, parce qu'on parle de terabits de données ici vers l'extérieur. Donc, quand vous voyez une attaque comme celle-là, déjà, la première chose que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a rien de sophistiqué dans tout ça. Vous voyez, on achète des credentials, on se connecte, on scanne, on récupère des fichiers, on regarde ce qu'il y a dans les fichiers,
on trouve un login mot de passe qui nous donne un peu plus de droits en interne et c'est game over pour notre victime. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Ce qu'il faut vous dire, c'est que si vous pouvez juste stopper finalement une seule de ces actions, vous allez potentiellement réussir à arrêter cette chaîne d'attaque. Si vous empêchez le remote access, il n'y aura pas de scan. Si vous arrivez à empêcher le scan, il n'y aura probablement pas de découverte de machines et de partage de fichiers en interne et donc pas d'exfiltration de données, et ainsi de suite jusque l'escalade de privilèges. Donc, qu'est-ce qu'on peut finalement retenir de tout ça? Il n'y a pas de solution miracle. Okay? En anglais, on dit qu'il n'y a pas de silver bullet quand on parle de cybersécurité. Hein. Il y en a peut-être dans les films ou dans certaines présentations PowerPoint, mais dans la vraie vie, dans la réalité, ça n'existe pas. À la place de ça, il faut vraiment avoir une approche où on va essayer de tacler chacun des steps dans cette chaîne d'attaque. Donc, il faut essayer de retenir ce concept. On va essayer de casser cette chaîne et vraiment s'attaquer à chaque vecteur de l'attaque pour décourager finalement l'attaquant. Donc, on réalise aussi qu'il ne suffit pas de faire confiance à l'utilisateur, hein, ce n'est pas assez. On se rend compte que si on fait confiance à un login mot de passe et qu'on ouvre les vannes derrière, absolument tout et n'importe quoi peut être fait. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle une approche Zero Trust. C'est un terme qui est énormément utilisé dans notre industrie aujourd'hui, hein, le ZTNA pour Zero Trust Network Access. Et c'est vraiment l'approche qu'on va utiliser ici pour mettre fin à ce genre d'attaque. Donc, l'idée numéro 1, c'est qu'on ne fera jamais confiance à l'utilisateur, quelle que soit sa localisation, donc qu'il soit à l'intérieur du réseau ou à l'extérieur du réseau. L'idée numéro 2, c'est que chaque communication doit être sécurisée, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre. Donc, quand on dit sécurisé, c'est-à-dire qu'il faut qu'on vérifie la source, la destination, l'application, et qu'au-delà de ça, on vérifie aussi qui essaye de se connecter à quoi. En troisième partie, chaque accès aux applications doit être évalué en fonction des privilèges de l'utilisateur. On voit bien, juste faire confiance à un login et mot de passe, c'est plus assez. Donc, on va essayer de récupérer un peu plus d'informations sur l'utilisateur, telles que ses privilèges dans l'organisation ou son appartenance à certains groupes de l'organisation, pour définir à quoi il a accès et à quoi il n'a pas accès. Ensuite, chacun des états hein, ou des concepts qu'on a évalués plus haut doivent être évalués en temps réel. Okay? Ce n'est pas quelque chose auquel on va donner accès ou qu'on va évaluer à la connexion. C'est quelque chose qu'on doit évaluer en temps réel. À la connexion, quand l'utilisateur essaie d'accéder à des ressources, et pendant toute la durée de session de notre utilisateur. Et finalement, je rajouterai aussi que quand on parle de ZTNA, ce n'est pas une stratégie, un produit, un projet, c'est vraiment tout ça combiné ensemble. C'est-à-dire que c'est vraiment un mindset qu'on doit prendre en considération quand on commence un projet de sécurité, qu'on achète un produit et qu'on met en place toutes les stratégies et toutes les polices de sécurité au travers de la solution qu'on est en train d'installer. Donc, on va regarder un petit peu comment est-ce que tout ça peut être mis en place avec l'écosystème Versa SASI. Et donc, l'idée, encore une fois, c'est de prendre en exemple cette brèche de sécurité qu'on a eue en septembre 2022 et de voir comment est-ce que ce genre de use case peut être solutionné avec une solution SASI. Donc, petit rappel ou petite découverte pour ceux qui ne la connaissent pas encore. Donc, l'écosystème SASI Versa se décompose vraiment en deux briques. Vous avez finalement la brique SD-WAN hein, qui est sur votre gauche, Secure SD-WAN, qui ne sera pas le sujet pour aujourd'hui, mais qui principalement vous sert à faire de l'accès site à site de manière dynamique. Et sur cette brique SD-WAN, on a une brique de sécurité. Donc, chaque instance, qu'elle soit on-prem ou en face d'un clouder, vient automatiquement avec toutes les briques de sécurité du monde de la cyber, telles que le Next-Gen Firewall, l'URL Filtering, le DLP et ainsi de suite. À côté de ça, on a ce qu'on appelle la Versa Fabric, hein, qui sont nos Versa Cloud Gateway, qui sont déployés dans aujourd'hui plus de 90 points de présence dans le monde et qui servent à faire plusieurs choses, de l'accès sécurisé vers Internet, de l'accès sécurisé vers de la ressource SaaS et de l'accès sécurisé vers de la ressource on-prem. Donc, déjà, ce que vous pouvez voir, c'est que par rapport au use case qu'on a vu juste avant, c'est qu'il y a finalement une vraie rupture hein, entre l'accès distant et la ressource on-prem. On a vraiment ici finalement deux gateways ou deux instances complètement différentes. On a l'instance
Segway, qui nous permet de faire de l'accès distant ou de l'accès de ressources Internet SaaS sécurisées. Et à côté de ça, on a les Versa Secure SD-WAN Gateway, qui nous permettent, elles, de faire du SD-WAN, mais qui apportent aussi une brique de sécurité. Donc, on va reprendre un petit peu toute la chaîne d'attaque et on va commencer par le Remote Access. Donc, on part du principe que notre attaquant, finalement, a réussi à acheter les credentials de la compagnie. Il se connecte à la plateforme VPN, qui est ici, ce n'est pas une plateforme VPN, mais une Cloud Gateway, et il a les bons credentials. Il a les bons credentials, sauf que cette fois-ci, on ne va pas s'arrêter là. On va faire plusieurs choses en plus. La première chose, c'est qu'on va vérifier la posture de sécurité du poste client. Okay. Donc ça, c'est fait par l'intermédiaire d'un agent qui peut vérifier si l'utilisateur a l'antivirus corporate, potentiellement que la machine est une machine corporate. On peut faire ça avec ce qu'on appelle la terminal verification. On vérifie par exemple que la machine possède un certificat entreprise. On peut vérifier qu'elle est compliant. Aujourd'hui, vous avez des solutions de type MDM, type Microsoft Intune. Donc, on va être capable de s'interfacer avec un Microsoft Intune pour vérifier que le poste est bien enrôlé dans la flotte de postes de l'entreprise. Donc, quand je parle poste, je tape très large. Ça peut être un laptop avec Windows, du Mac, de l'Android, ça peut être de l'iPhone. Et au-delà de ça, au-delà aussi finalement de l'authentification traditionnelle, on va venir rajouter du multifactor authentication. Donc, l'idée, c'est de dire, prouve-moi que tu es vraiment bien la personne que tu prétends être via du one-time password ou un SMS que j'enverrai sur ton téléphone mobile pour vérifier que tu es celui que tu prétends être. Et au travers de tout ça, de tous ces mécanismes, on va aussi pouvoir limiter le type de connexion via de la géolocalisation. Donc, on sait tous aujourd'hui que c'est très dur de juger d'une IP et de savoir d'où elle vient, sauf que il y a certains pays où dans ma flotte d'utilisateurs, je ne suis absolument pas censé d'avoir d'utilisateurs. Okay. Donc, je suis capable de géolocaliser l'IP, ce qui va me rajouter un critère de sélection supplémentaire pour ce Remote Access. Donc, comme je disais tout au début de la présentation, il n'y a pas de solution miracle. Donc, l'idée, c'est vraiment casser cette chaîne d'attaque. Donc, le next step juste après le Remote Access, c'est finalement le scan. Donc, notre personne malveillante potentiellement réussit à se connecter et va essayer de scanner les ressources internes ou les ressources cloud qui pourraient être un VNet Azure ou un VPC AWS et va essayer de découvrir ce qui se passe. Donc, scanner, encore une fois, c'est envoyer beaucoup de trafic sur beaucoup de services, beaucoup d'applications, beaucoup d'IP en vue de découvrir ce qui se cache derrière le périmètre de l'entreprise. Donc ici, on va avoir plusieurs manières de détecter ce genre d'activité. La première, c'est ce qu'on appelle du Vulnerability Protection. Aujourd'hui, quand vous faites un scan, si vous avez des mécanismes d'IDS, d'IPS, c'est clairement le genre d'activité qui peut être détecté facilement parce que ça ne correspond en rien à une activité réseau normale. C'est clairement vu comme une anomalie. Donc, on a des signatures et aussi des thresholds qui sont certains niveaux d'acceptance de trafic sur des ports ou des IP. Et on va être capable de détecter ce genre d'événements et de les bloquer avec des Vulnerability Protection Profiles. La deuxième chose qu'on va pouvoir mettre en place, c'est du Next-Gen Firewall. Donc, Next-Gen Firewall, c'est du firewall un peu sous stéroïde, c'est-à-dire que, encore une fois, on peut vérifier les sources, on peut vérifier les destinations, on peut vérifier les ports, mais on va aussi être capable de vérifier les applications. Pourquoi c'est important? Parce que dans des phases de scan, les cybercriminels vont aussi souvent essayer de faire ce qu'on appelle de l'OS fingerprint. Donc, essayer de découvrir les OS qui se cachent derrière certaines machines en jouant avec des flags TCP, en jouant avec le payload ou vraiment certains paquets un peu malicieux. Donc, ça aussi, c'est des choses qu'on va pouvoir bloquer avec le duo Vulnerability Protection et Next-Gen Firewall. Donc, encore une fois, on était en mode black box. Le cybercriminel ne savait pas trop quoi trouver derrière nos serveurs, mais on n'est non plus pas à l'abri d'un scan qui pourrait finalement transiter au travers de ces firewalls. On arrive donc à la phase suivante qui est la data exfiltration. Donc, l'exfiltration de data, c'est quoi? C'est le fait de prendre des données de l'entreprise et de les sortir en vue de les exploiter, en vue de les revendre, ou tout simplement, dans le cadre d'espionnage industriel, aussi en vue de refaire ce que l'entreprise victime faisait déjà en interne. Donc, on va avoir plusieurs palliatifs ici, mais avant de parler de ces palliatifs, il y a une chose qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est que
quand un cybercriminel essaye d'exfiltrer de la donnée comme ça, il sait très bien qu'à un moment ou à un autre, il va se confronter à un firewall ou à une gateway Secure SD-WAN comme on peut le voir ici. Et donc, une chose qu'il va essayer de faire, c'est de cacher en fait cette exfiltration de data. Et ça se fait principalement via ce qu'on appelle du tunneling. Donc, le tunneling, c'est le fait finalement d'encapsuler la donnée qu'on exfiltre dans de l'HTTPS. Et souvent, on le voit de plus en plus dans du DNS. Pourquoi HTTPS et DNS? Parce que c'est des protocoles et des applications qui sont souvent autorisées sur les firewalls en sortie. Donc, ils sont très malins. Ils savent pertinemment que ces applications, en général, les admins réseau, l'IT n'en tient pas trop compte. Ce n'est pas facile de voir ce qui se cache dans de l'HTTPS. Souvent, on ne se doute pas que le DNS pourrait être une porte de sortie pour l'exfiltration de données. Donc, finalement, les cybercriminels vont s'appuyer sur ces deux protocoles, HTTPS et DNS, pour faire l'exfiltration. Donc, aujourd'hui, sur les gateways Secure SD-WAN de Versa, on est capable de finalement détecter ce qui se passe dans un flux HTTPS avec le SL décryption. Et on est aussi capable de détecter du DNS tunneling via un module DNS tunneling qu'on embarque directement sur nos gateways. Donc, passé cette phase de tunneling, on va être capable finalement d'inspecter ce qui transite sur nos gateways et ce qui transite vers l'extérieur. Donc, il y a plusieurs choses qu'on va être capable de faire. La première, c'est le filtrage de fichiers, assez bête et méchant, okay, et limiter le type de fichier qui a le droit de sortir de l'entreprise. Souvent, ce n'est pas assez parce que c'est des modules qui vont uniquement se baser sur DH ou sur des extensions. Et c'est là qu'on va faire appel à un deuxième module qui est le Data Leak Prevention, donc Data ou Data Loss Prevention. Donc, c'est un module qui va être capable d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse de fichiers sortantes et qui va être, par exemple, capable de regarder les métadatas ou le contenu du fichier et s'assurer que ce qui sort de l'entreprise respecte finalement vos règles et vos best practices. Donc, je peux donner quelques exemples. On va être capable de voir si un fichier typiquement comporte pas des numéros de carte de crédit, des numéros de sécurité sociale, des informations d'identité, sur du passeport par exemple, de l'empreinte digitale. Donc, on a tout un tas de dictionnaires préexistants. Vous pouvez aussi créer votre propre pattern. Au-delà de ça, on peut aussi aller vérifier les métadatas du fichier. Donc, si un fichier est considéré comme privé et qu'il possède un tag stampé par votre entreprise comme privé, c'est aussi quelque chose que vous pouvez vérifier pour éviter qu'il sorte de l'entreprise. Donc, on en arrive finalement à la dernière phase, qui est l'accès à des ressources critiques. Donc, rappelez-vous, hein, au travers de l'exfiltration de data, notre cybercriminel avait réussi à récupérer des logins mots de passe qui lui avaient donné un accès à vraiment je dirais le cerveau en termes de sécurité de l'entreprise, hein, qui était la solution PAM. Et au-delà de cette solution PAM, il avait réussi à se déléguer des privilèges absolument partout. Donc, pour l'accès à des ressources critiques, on va finalement réutiliser tous les outils pratiquement tous les outils qu'on a vus jusqu'à présent, à savoir le Next-Gen Firewall. Okay, donc, Next-Gen Firewall nous sert à vérifier la source, la destination, l'application, la géolocalisation de l'utilisateur. Donc, le but, encore une fois, c'est vraiment de se rapprocher le plus possible d'une approche ZTNA ici, hein, de vraiment faire confiance à personne en interne et en externe, et vraiment de vérifier tous les critères d'une session entre un client et un service. La deuxième chose qu'on va vérifier, c'est l'utilisateur, qui il est, donc avec ses credentials, avec du MFA, avec potentiellement un mapping sur un annuaire. Et enfin, on va aller vérifier sa posture de sécurité. Donc, vérifier que sa machine est une machine trustée par l'IT, qu'elle est à jour, qu'elle possède les bons softwares et que potentiellement elle est aussi embarquée dans une flotte via un outil MDM, comme je l'ai cité tout à l'heure. Aujourd'hui, on a un partenariat avec Microsoft Intune, donc c'est aussi quelque chose qu'on va aller vérifier. Donc, au-delà finalement de ces différentes fonctions, on va s'assurer qu'un utilisateur malveillant ne puisse pas accéder à une ressource auquel il n'est pas censé accéder. Et c'est quelque chose qu'on va vérifier en temps réel. Donc, ce qu'il faut bien retenir dans tout ça, c'est que ça fait beaucoup de gateways. Ce n'est pas toujours facile à gérer parce que d'un côté, on va avoir la solution SD-WAN, Secure SD-WAN avec les fonctionnalités de sécurité. De l'autre côté, on va avoir la solution de nos Secure Web Gateway hein, qui tombe sous l'appellation SSI dans le Gartner. Donc tout ça, finalement, cette partie Secure SD-WAN et cette partie SSI
c'est ce qui représente aujourd'hui, selon Gartner, l'écosystème SASI. Donc, tout ça, chez Versa, ça va être managé dans une seule et même interface. C'est-à-dire que la configuration de vos polices de sécurité et de votre stratégie de sécurité, qu'elle soit sur une gateway on-prem, qu'elle soit sur une instance en face d'un public clouder ou qu'elle soit sur une instance dans un de nos POP, c'est managé depuis la plateforme SASI Management. Dans le sens inverse, quand on commence à avoir des remontées d'événements, soit des remontées d'événements de session, des remontées d'événements sur l'activité d'un utilisateur ou tout simplement des alertes de sécurité, c'est aussi quelque chose qui est remonté vers une unique console qui est, encore une fois, notre console de SASI Management. Donc, via la même interface, vous allez manager l'intégralité de vos polices de sécurité, mais vous allez aussi manager finalement le cycle de vie de vos appliances et de vos solutions dans le cloud, ainsi que vos alertes de sécurité. Donc, si on refait une passe sur cette chaîne d'attaque et comment est-ce qu'on peut la protéger chez Versa avec l'écosystème SASI. Donc, rappelez-vous, il y avait la phase de remote access. Donc, tout ça, c'est protégé déjà par un renforcement de l'authentification de l'utilisateur via le multifactor authentication et par un renforcement des critères de connexion. Donc, on vérifie la posture de sécurité de notre poste client. On vérifie qu'il fait partie d'une flotte de terminaux dans une solution MDM. Et à côté de ça, on peut aussi vérifier la géolocalisation pour être sûr que la connexion ne provient pas d'un pays où potentiellement je n'ai absolument aucun utilisateur. Vient ensuite les phases de scan, les phases de découverte ou les phases de ce qu'on appelle OS fingerprinting. Donc ici, on va avoir des modules de vulnerability protection qui vont être capables de détecter ces activités malveillantes qu'on considère aussi comme des anomalies réseau. Et on va avoir un renforcement du firewall pour vérifier qui accède à quoi et comment. Tout ce qui est data exfiltration, on le couvre via 2 modules. Le premier, c'est le module de détection de tunneling. Donc, comme je vous l'ai dit, la majorité des exfiltrations de data se font de manière un peu sournoise. On va toujours essayer de passer au travers du firewall qui reste présent sur site. Donc, ça se fait via DNS et HTTPS. Donc, on va couvrir ce tunneling avec du proxy SSL et avec de la détection de tunneling DNS. Et une fois que cette détection de trafic sortant est faite, on va faire du data leak prevention et du file filtering. Donc, on va vraiment regarder ce que comportent ces fichiers. Donc, bien sûr, il y a toute une politique de data loss prevention à mettre en place. On va regarder ce que contiennent ces fichiers et on va finalement s'assurer qu'ils coïncident avec la politique qu'on s'est mise en place. Et finalement, le dernier step, c'est l'accès à des ressources critiques de l'entreprise. Donc ici, on va encore une fois reprendre un peu toutes ces fonctionnalités qu'on a citées. Donc, la vérification de la posture de sécurité, pour être sûr que uniquement des machines bienveillantes puissent se connecter au système. La vérification de l'utilisateur, avec ses credentials, son MFA, pour s'assurer qu'il est bien la personne qu'il prétend être. Et ensuite, on va retravailler avec le module de Next-Gen Firewall pour vérifier les sources et destinations, les applications du service ciblé. Donc, je vais finir ma présentation avec juste un résumé vraiment sur l'offre SASI et pourquoi Versa. Et vous aurez, je pense, à peu près une bonne vingtaine de minutes pour me poser des questions si vous le souhaitez. Donc, je serai avec Kamel pour y répondre. Déjà, ce qu'il faut voir, ce que je n'avais pas cité au début de ma présentation et quand j'ai présenté l'écosystème SASI, c'est que absolument toutes les composantes viennent du même vendeur, qui est Versa Networks. Donc, il n'y a pas eu d'acquisition dans notre histoire. On vient du monde Secure SD-WAN. On a depuis pas mal de temps nos gateways qui sont dans le cloud pour fournir du service remote à vos workforces. Donc, tout ça, c'est le même OS qu'on appelle VOS pour Versa Operating System. C'est le même OS qui tourne sur absolument toutes les appliances, chez les public clouders, on-prem et dans notre cloud. La deuxième chose qu'il faut voir, c'est que vous managiez du réseau avec toute la partie SD-WAN ou tout votre back-end on-prem ou que vous managez de la sécurité. Tout ça, c'est fait depuis un single pane of glass. Donc, ce qu'on appelle single pane of glass, je pense en français, c'est finalement une interface qui est unifiée. On a une seule et même interface qui vous permet de manager le SD-WAN
Secure SD-WAN, donc les politiques de sécurité que vous souhaiterez embarquer sur vos appliances, mais aussi toute la politique de sécurité que vous allez mettre en place sur vos Security Web Gateway et qui vont finalement sécuriser les accès Internet de votre workforce, les accès vers les solutions SaaS, mais aussi les accès vers des ressources qui sont on-prem. Donc, au final, vous vous retrouvez avec un seul repo. Il y a vraiment un seul repo où les polices de sécurité sont stockées. Et on ne se contente pas d'avoir finalement un repo avec les polices on-prem et un autre repo avec les polices des ressources cloud. Non, c'est quel que soit l'environnement, inside ou outside, excusez-moi pour l'anglicisme, à l'intérieur ou à l'extérieur du périmètre de l'entreprise, on va regrouper toutes ces polices au même endroit. Et finalement, la dernière chose qu'il faut voir, c'est que Versa a plusieurs recognitions de la part du Gartner déjà, au niveau SD-WAN et SASE. Et très récemment, donc on dit très récemment, c'est même la semaine dernière, on a été évalué comme tous les ans par Cyber Rating, qui est anciennement NSS Lab. Et on se retrouve, comme vous voyez, tout en haut à droite avec une des meilleures notes pour la partie cyber, donc qui est vraiment détection de tout un panel de méthodes d'intrusion ou de code malveillant, et aussi une des meilleures notes sur la partie price par mégabyte sécurisé.